À toi, Alexandre. Eh Merci. ben, merci beaucoup Anne, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là ce soir. Effectivement, ces circonstances un petit peu particulières. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, je vais me présenter. Je vais prendre quelques minutes pour le faire parce que j'ai un parcours un petit peu particulier qui pourra éventuellement expliquer aussi d'où je parle. C'est toujours un point important, je pense. Donc voilà, je suis Alexandre Menin, je suis professeur ici à l'ESC depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc je suis arrivé en septembre, octobre 2017. Donc moi, j'ai un parcours un peu particulier, disais-je, dans la mesure où je suis philosophe de formation et d'exercice aussi. J'ai fait une thèse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur l'architecture et la philosophie du web, donc dans le domaine du numérique, avec une dimension assez technique, technique assez prononcée, dira-t-on, entre 2017 et 2013. Et en parallèle à ça, j'ai travaillé pendant ma thèse dans le domaine des humanités numériques à l'École des Chartes, qui était une discipline naissante à l'époque en France, donc toujours avec une dimension technique assez forte en lien avec le numérique. J'ai été conservateur toujours à l'École des Chartes et j'ai travaillé aussi, entre autres choses, pendant 3 ans à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, qui était dirigé par Feu Bernard Stiegler, qui nous a quittés au cours de l'été. Donc peut-être que vous connaissez, hein, qui était un philosophe assez connu, qui travaillait sur les questions liées à la technique, mais aussi à ces enjeux, aux enjeux d'innovation, aux enjeux politiques, voilà, de manière générale. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans dans ce qui était donc un institut de recherche et d'innovation, donc de R&D, avec notamment dans le domaine des industries culturelles, dans le domaine du numérique pour les industries culturelles, et en particulier j'ai travaillé pour celles et ceux qui connaissent ça dans le domaine du web sémantique, qui était aussi une partie que je vais développer dans ma thèse, et qui est une forme, on va dire, d'intelligence artificielle. On parlait moins d'intelligence artificielle à l'époque, c'était moins un buzzword comme on dit, mais c'était de ça dont il s'agissait. Et après ma thèse, je suis parti quelque temps en Allemagne, et puis ensuite de 2014 à 2017, donc avant d'arriver à l'ESC, j'ai été chercheur chez INRIA. Donc INRIA, c'était autrefois l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Aujourd'hui, ce n'est plus un acronyme mais une marque, donc on dit chez INRIA comme chez Microsoft, mais ça reste le grand institut de recherche en France en informatique, et j'ai été le premier et peut-être le dernier, j'expliquerai éventuellement pourquoi, philosophe à être embauché chez INRIA. Donc à l'époque, je travaillais à Sophie Antipolis, et parallèlement à ça, j'étais l'architecte d'une plateforme numérique pour la Fondation des Galeries Lafayette de 2014 à 2017. Donc voilà, j'ai aussi une activité d'architecte de systèmes d'information en parallèle à tout ça. Donc un pied dans le numérique et puis un pied aussi en dehors du numérique. Outre mon poste à l'ESC, je suis également directeur de la recherche au sein d'Origence Media Lab, qui est un laboratoire indépendant sous forme associative, dont plusieurs de ses représentants d'ailleurs sont professeurs à l'ESC, Diego Landivar notamment, Emmanuel Bonnet également, Diego Landivar qui est son co-créateur, et c'est sous l'impulsion de Diego qu'à l'ESC depuis maintenant pas mal d'années, pas une dizaine d'années, mais on va dire 8 ans peut-être, il y a des cours notamment sur l'Anthropocène. Je vais expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Donc depuis à peu près 7-8 ans, ce qui était une particularité pour l'école, ce qui l'est toujours. Donc, ce qui avait un caractère assez pionnier à l'époque, même si on ne sait pas forcément qu'à l'école, il y a des cours sur ces thématiques. En l'occurrence, 4 semaines pour les étudiants qui sont dans le tronc commun du master grande école pour leur première année. Voilà, je suis également membre du groupement de services du GDS, du CNRS Eco-Info, qui s'intéresse à la question des conséquences environnementales du numérique. Ça a été notamment une de mes portes d'entrée dans les questions que je vais aborder maintenant. Et puis, je suis le co-créateur du projet Closing World, dont je vais parler assez largement au cours de cette intervention, et qui a servi de matrice, on pourrait dire ça comme ça, à la formation que nous avons montée à l'ESC et avec Strat École de Design à Lyon, qui est une formation qui se tient intégralement à Lyon, qui est le Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène, dont je dirai également quelques mots, qui est un petit peu notre réponse pédagogique aux questions que je vais développer dans mon intervention, et qui est une formation donc en un an qui a démarré cette année. J'aurai l'occasion évidemment d'y revenir un petit peu. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Je continue d'ailleurs à travailler dans le domaine un peu du
du numérique à côté et à faire un certain nombre de choses. Alors, l'objet de la conférence ici, je vais faire sur un mode un petit peu informel, hein, pour poser quelques jalons et puis ensuite qu'on ait éventuellement une discussion ensemble. L'objet de la conférence, c'est donc de resituer les organisations, le devenir des organisations et des institutions dans l'Anthropocène, et d'expliciter un petit peu le programme que l'on développe de notre côté au sein d'Origence, au sein de l'ESC, et puis dans le cadre du Master of Science dont j'ai parlé. L'Anthropocène, pour commencer, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion, même si elle est de plus en plus maintenant connue, utilisée dans les médias, mais voilà, reste que c'est une notion technique, scientifique. L'Anthropocène, pour le dire rapidement, c'est la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés et qui serait marquée par les conséquences de l'activité humaine, des activités humaines. C'est cette idée que finalement la nature n'est pas une extériorité par rapport à nous qui est intangible, qui ne bouge pas, vis-à-vis de laquelle nous serions finalement trop peu puissants pour être en capacité d'en modifier le cours, mais c'est cette idée qu'au contraire, il n'y a pas quelque chose comme la nature, une réalité intangible, et puis nous, les humains, qui serions dans l'histoire, avec deux scènes vraiment séparées l'une de l'autre, mais il y a au contraire des agents qui sont en interaction les uns avec les autres, et puis qui permettent de rendre finalement un monde habitable, ou alors, parfois, pour ce qui est le cas des humains, ou de certains humains en tout cas, de dégrader au contraire les conditions d'habitabilité sur Terre. Donc ça veut dire qu'il faut penser que le monde dans lequel nous vivons, le monde habitable dans lequel nous vivons, la Terre, et puis ce qu'on appelle les zones critiques, c'est-à-dire la couche terrestre qui est habitable, c'est une couche très fine hein, entre le sol et l'atmosphère, c'est quasiment rien si on gratte cette couche-là, donc c'est pas le globe, la planète dans son intégralité, et bien la Terre, donc, c'est quelque chose, et cette Terre habitable plutôt, c'est la résultante en fait de l'activité d'un grand nombre d'agents, que ce soit le plancton, les bactéries, les plantes, etc., les premières bactéries puis les plantes qui ont contribué à développer l'atmosphère grâce auquel nous pouvons respirer, par exemple, mais plein d'autres agents qui rendent ce que les économistes appellent des services écosystémiques, alors qu'on peut entendre autrement qu'en termes justement financiers ou de marché à l'aune de cette notion de service, et sans lesquels finalement eh bien, le milieu qui nous est commun ne serait tout simplement pas habitable. Et donc c'est cette idée que voilà, ce milieu habitable est le résultat d'une histoire, ce qu'on appelait autrefois une histoire naturelle, mais la notion de nature ici justement n'est plus forcément pertinente, d'une histoire dans laquelle l'être humain a toute sa place, et plus particulièrement, plus encore, depuis que nous sommes rentrés dans ce que certains appellent une civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire qu'avec la révolution entre guillemets scientifique du XVIIe siècle, avec la colonisation, avec la révolution industrielle par la suite, révolution industrielle et managériale, puisque ça arrive au même moment, eh bien, nous serions rentrés justement dans une nouvelle ère, et effectivement, on se rend compte que, sans qu'il soit forcément facile de donner une date à l'advenue de cette nouvelle époque géologique, eh bien, on se rend compte que notamment après les années 1945, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, toutes les courbes s'emballent, les courbes de la production, les courbes de la consommation, les courbes de la pollution, et on voit ce que les chercheurs ont appelé une grande accélération qui marque très bien finalement cette emprise de l'être humain, entre guillemets, ou de certains êtres humains sur leur milieu, sur la Terre. Ère d'emprise, disais-je, mais qui est aussi une ère à la fois de maîtrise, puisqu'il a fallu développer les techniques, il a fallu développer l'industrie, il a fallu utiliser les ressources fossiles, aller les chercher, etc., pour finalement être en capacité d'avoir un tel impact sur le milieu environnant, sur le milieu tout simplement, mais c'est aussi en fait une ère de déprise, puisque c'est l'idée que l'Anthropocène, oui, nous avons été assez puissants pour produire ces conséquences qui se marquent à travers ce qu'on appelle notamment le franchissement des limites planétaires, une autre notion mais qui est souvent mise en lien avec la notion d'Anthropocène, cette idée que finalement il y a un certain nombre de limites
ce qu'on appelle les limites planétaires, le seuil de CO2 dans l'atmosphère, l'acidification des océans, un certain nombre d'indicateurs assez précis, et que lorsqu'on atteint ces limites, qu'on franchit des seuils, qu'on les dépasse, eh bien, en fait, c'est plutôt des seuils finalement que des limites, eh bien, nous menaçons finalement, là encore, les conditions d'habitabilité de la Terre. Et un certain nombre de ces limites ont déjà été franchies et d'autres sont en passe d'être franchies, ce qui est évidemment un problème très grand. Donc, une puissance qui nous permet d'être une force géologique, tellurique d'une certaine manière à l'échelle de la planète, ou en tout cas des zones critiques, et en même temps une déprise dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de faire face finalement aux conséquences que nous avons enclenchées, aux conséquences de notre propre activité finalement. Donc une ère un petit peu paradoxale de ce point de vue, de puissance et d'impuissance à la fois. Alors, ça c'est pour l'Anthropocène, qui est un concept qui a été au départ proposé, repris par des chercheurs, notamment dans le milieu de la géologie ou de la chimie. C'est un chercheur en chimie, Paul Crutzen, qui l'a utilisé, repris en fait au début des années 2000, popularisé, et puis une commission stratigraphique dans le domaine de la géologie a essayé de statuer, et encore en train de statuer sur l'utilisation de ce concept par les sciences géologiques. Mais au-delà de ça, il y a une utilisation de ce concept d'un point de vue plus large, qui est celui justement des limites planétaires, qui ne s'intéressent pas que aux enjeux géologiques, et puis derrière, très largement, dans le domaine des sciences humaines, notamment pour repolitiser ce concept et, par exemple, expliquer que, oui, quand on parle de l'importance de l'humain, puisque Anthropocène, c'est l'époque, la nouvelle époque de l'humain, de l'anthropos, donc de l'être humain, eh bien, il faut ici marquer des différences entre, par exemple, eh bien, je sais pas, les Anglais du XVIIIe siècle qui sont à l'origine du développement de l'impérialisme, du capitalisme, en tout cas d'un certain capitalisme, et puis de la révolution industrielle, et puis d'autres populations, je ne sais pas, au hasard, les Indiens d'Amazonie, qui ont des rapports au milieu extrêmement différents, qui ont eu depuis lors un impact sur ce qu'on appelait l'environnement, qu'on n'appellera peut-être plus l'environnement, j'y reviendrai, nettement moindre justement que les Britanniques à l'époque, ou que les Américains aujourd'hui, ou que les Chinois aujourd'hui. Donc le développement de ce point de vue-là n'est pas le même partout. Et puis par ailleurs, y compris en Europe, il y a eu aussi des résistances à un certain mode de développement qu'il ne faut pas oublier non plus, sinon on a l'impression d'une histoire unilinéaire qui ne peut aller que vers la situation que nous connaissons aujourd'hui, ce que les historiens, c'est une idée que les historiens critiquent sans doute d'ailleurs à bon droit. Voilà, donc c'est un concept qui a essaimé dans des domaines assez différents. Alors, nous étant dans une école de management, bien qu'ayant Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et moi, puisque je parle un petit peu en notre nom à tous les trois, des profils différents, Emmanuel étant lui gestionnaire, mais ayant fait avant ça des études de philosophie, ayant aussi travaillé comme ouvrier en usine, donc une vraie connaissance aussi du milieu industriel, y compris dans sa matérialité. Diego étant lui économiste du développement au départ et puis plus tourné ensuite vers l'anthropologie. Moi étant philosophe mais très ancré aussi dans les développements liés au numérique, ayant une activité professionnelle liée à ça à côté. Mais voilà, travaillant tous les trois dans une école de management, nous avons essayé de nous réapproprier finalement cette question à travers le cadre qui est le nôtre, et notamment en questionnant le devenir des organisations et des institutions dans l'Anthropocène. C'est tout le sens du projet Closing Words, ce qui me permet, par une habile transition, de vous dire quelques mots justement de ce projet. C'est tout le sens, donc, disais-je, du projet Closing Words. Pour en donner un tout petit historique, c'est un projet que nous avons initié avec donc Diego Landivar au début de l'année 2017, donc il y a maintenant quelques temps. Et c'est un projet dont nous avons eu l'idée lors d'un séjour de recherche, alors que j'étais encore chercheur au sein d'INRIA, et que j'avais décroché un financement pour un projet de recherche qui essayait d'interroger la question de l'usage, l'utilité plutôt de la blockchain. Est-ce qu'il y avait des usages utiles de la blockchain, ou alors
non. Voilà, qui reste une question, en dehors en tout cas de Bitcoin et des crypto-monnaies, qui reste une question assez largement ouverte. Et dans le cadre de ce projet, en fait, voilà, je m'étais plutôt intéressé aux questions de ce qu'on appelle la valuation, c'est-à-dire comment on attribue de la valeur aux choses et comment on certifie cette attribution de valeur à un certain nombre de choses, qui est une vaste question qui se pose en particulier en Angleterre, au Royaume-Uni, où la question de l'évaluation est très très développée. Et donc nous étions à Londres avec Diego et on a eu une sorte de choc, d'épiphanie en marchant dans la rue de cette ville qui a des dimensions vraiment cyclopéennes, notamment quand on la compare à Paris. C'est une ville qui est beaucoup plus grande que Paris, c'est une ville aussi qui comporte des bâtiments beaucoup plus imposants qu'à Paris, des tours notamment, ce qu'on retrouve beaucoup moins à Paris où elles sont quand même en nombre limité, en tout cas dans ces dimensions-là. Et c'est une ville aussi où finalement l'affichage des richesses se fait de manière beaucoup plus ostentatoire qu'à Paris. Et nous étions à ce moment-là, il y a, enfin en mars 2017, pardon, nous étions à quelques jours, je crois, du déclenchement du Brexit, et donc nous avons été saisis par la concomitance de facteurs, à savoir finalement le fait qu'on a cette ville qui était une ville impériale très centrale. On sait que Londres pèse énormément, évidemment, en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc cette ville un peu monde, qui a été au centre des échanges de l'Empire britannique pendant très longtemps, qui reste aujourd'hui une ville à connotation internationale très très marquée, avec une bourse qui est plus importante que la bourse française, voilà, qui reste une ville très cosmopolite, où beaucoup de richesses circulent, qui est aussi une ville de la financiarisation de l'économie, et plus qu'à Paris encore une fois. Et en même temps, voilà, nous étions juste dans les prémices, nous vivions les prémices du déclenchement du Brexit, et donc peut-être de cette espèce de processus plus ou moins contradictoire de mondialisation, démondialisation, qui n'est pas que d'un seul tenant bien sûr, mais en tout cas qui nous interrogeait sur le devenir de Londres à l'aune du Brexit, et puis plus largement à l'aune finalement de l'Anthropocène. C'est-à-dire que quand on a une ville-monde qui dépend des flux monétaires, qui dépend des échanges, de la mobilité des travailleurs et des capitaux pour subsister, qui est d'ailleurs marketée comme une ville internationale à cette fin, donc on a besoin de tout un système monde autour pour la faire fonctionner, pour assurer sa subsistance, eh bien on peut s'interroger justement sur la vulnérabilité de cette ville, sur la vulnérabilité aussi de ses habitants à travers des événements importants que sont le Brexit et évidemment l'entrée dans l'Anthropocène qui ne concerne pas que la ville de Londres, mais là on a vraiment un exemple frappant d'une ville qui est développée autour de ses infrastructures, autour de la financiarisation du capital et qui donc, si un mouvement devait mettre en péril ces éléments-là, se retrouvait dans une situation extrêmement compliquée. Et donc ça nous a permis de catalyser finalement notre réflexion autour de la question du devenir, notamment des infrastructures, des modèles économiques, de tout un ensemble de choses, la supply chain, les modèles économiques, les business models, les infrastructures, je l'ai dit, enfin tout un ensemble de réalités qui sont au diapason finalement des conditions d'existence actuelles, mais qui vont très certainement être remises en cause justement par les perspectives ouvertes du fait de l'Anthropocène. C'est là qu'on touche un paradoxe qui est un paradoxe très important, aussi bien pour les organisations que pour les institutions, qui est le paradoxe pour moi, qui est un paradoxe absolument central, à savoir qu'à très court terme, et la crise de la Covid le montre, nous dépendons de ces infrastructures, de ces modèles économiques, que ce soit celui du salariat, que ce soit les modèles économiques de la croissance, que ce soit les échanges internationaux, que ce soit la finance, que ce soit tout un ensemble de choses, mais que ce soit aussi le pilotage au moyen du management, la forme organisation, la centralité des organisations et des entreprises dans nos vies, enfin de tous ces éléments-là. À très court terme, donc, nous en sommes absolument dépendants et on voit très bien que quand ça s'arrête, eh bien, la survie, la subsistance d'un certain nombre de personnes, de populations plus largement, est clairement mise en cause. Que donc notre survie très concrète est attachée à ces organisations, à ces infrastructures, à ces modèles. C'est le cas aussi d'ailleurs d'éléments qu'on peut généralement juger comme étant des éléments naturels. Si demain le commerce international s'arrête faute de pétrole, que les navires arrêtent les paquebots arrêtent ou les transporteurs de marchandises arrêtent de circuler, eh bien, en quelques jours, sans doute, une partie du cheptel
de bovins ou autres va mourir parce que nombre de vaches ne mangent pas l'herbe verte des pâturages, mais des prairies, mais en fait mangent évidemment du grain qui leur est apporté via via des containers, via le commerce international. Donc si ce commerce s'arrête, eh bien une partie de ce que nous jugeons comme faisant partie de la nature aujourd'hui, si en l'occurrence ici c'est une nature domestiquée, productive, etc., eh bien, pourrait disparaître assez rapidement. Donc ça nous permet aussi de prendre la mesure de ces éléments qui touchent non seulement les humains, mais aussi ce qu'on appelle en sciences sociales les non-humains. Donc paradoxe parce que notre survie immédiate dépend de ces modèles-là, et en même temps, notre survie à moyen et long terme est clairement, comment dirais-je, conditionnée par le fait d'abandonner ou de sortir de ces modèles qui sont du fait de la croissance, du fait des émissions de CO2 dans l'atmosphère, de la destruction de la biodiversité, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e extinction en cours, mettent en péril eh bien, notre survie à moyen terme. Donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à se dépêtrer de ce paradoxe qui n'en est pas un, c'est un paradoxe qu'en apparence, qui fait que ce qui assure notre survie à très court terme met en péril notre survie à moyen et long terme. Ce qui est évidemment très très compliqué, puisqu'on ne peut pas simplement se contenter de dire bon, il faut abandonner l'existant, on voit que ce n'est pas possible. Voilà, il y a trop de vies qui sont attachées à ces infrastructures, à ces modèles-là, et en même temps, on ne peut pas se dire simplement on va continuer dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas l'abandonner sur les modèles actuels, puisque la prolongation de la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui va nous faire arriver vers des réalités absolument catastrophiques du point de vue du climat, de la biodiversité, et plus largement donc de ce que j'ai appelé, à la suite d'autres, le franchissement des limites planétaires. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette réalité-là, qui n'est pas forcément d'ailleurs non plus, pas forcément une perspective qui est facilitée par la gouvernance du climat au niveau international, puisque la gouvernance du climat au niveau international, elle est elle-même l'héritière d'un modèle de gouvernance entre États-nations qui a émergé, en simplifiant vraiment beaucoup, et je m'en excuse, mais pour aller vite, qui a émergé suite à la guerre de 30 ans en Europe et les traités de Westphalie, traités d'Onasbrück et de Münster. Donc 1648, guerre de 30 ans, ça dure 30 ans, c'est pas comme la guerre de 100 ans qui ne dure pas exactement 100 ans, et là ça dure vraiment 30 ans, même si en fait ça se prolonge un petit peu après 1848, mais c'est 1618, 1618-1648, et c'est suite à la guerre de 30 ans que va être mise en place ce qu'on a appelé, peut-être abusivement du point de vue des historiens, mais c'est un marqueur, un repère intéressant néanmoins, l'ordre westphalien, c'est-à-dire la balance des pouvoirs entre États-nations, avec l'affaiblissement de l'Église à l'époque et de l'Empire, et donc ne subsiste sur la scène internationale européenne que des États-nations dont la puissance, la répartition des puissances permet d'assurer un système qu'on appelle parfois en anglais de check and balances, donc de balance, qui fait que si l'un devient trop puissant, d'autres peuvent s'allier contre lui, et donc on a une espèce comme ça de système qui est censé assurer la stabilité après un siècle de guerre de religion, et la guerre de 30 ans était aussi motivée en partie par des questions religieuses. Donc cet ordre nouveau des États-nations, qui sont encore des États liés à des souverains, néanmoins la figure de l'État commence à se détacher, et le souverain est pensé, la souveraineté de l'État est pensée aussi en tant que telle. La raison d'État est quelque chose qui est très très mis en avant dès avant, pendant la guerre de 30 ans et après. Donc cet ordre-là, grosso modo, ça reste en partie, évidemment, l'ordre dans lequel nous sommes, puisque même le mouvement de décolonisation au XXe siècle a fait que les pays qui ont acquis leur indépendance, eh bien, se sont modelés eux-mêmes sur le modèle de l'État-nation. Alors, il y a d'autres éléments, il faudrait évidemment aller plus loin dans ces explications, mais ça reste un point tout à fait important. Et aujourd'hui, la gouvernance du climat, et là je reprends des travaux, notamment ceux de Stefan Eickhout, qui est un politologue allemand, mais qui a beaucoup travaillé en France et avec des chercheurs français, notamment Amida Hang, qui a publié un gros livre sur la question de la gouvernance du climat, et un plus petit livre cette année que je vous invite d'ailleurs à découvrir, ça se lit très bien, c'est assez rapide, assez court, qui s'intitule, je crois dans mon souvenir, si je ne m'abuse, Climatiser le monde. Et dans cet ouvrage, il pose bien une distinction entre, pour essayer de nous faire comprendre
la gouvernance internationale du climat et surtout ces impasses, malheureusement, qui nous obligent à peut-être essayer d'imaginer d'autres levées d'action. C'est cela que je vais vous présenter dans un instant. La gouvernance mondiale du climat, elle pose une distinction, je ne dirais pas une opposition, mais une distinction entre, d'une part, les mesures qui sont prises pour faciliter la croissance au niveau international, dans une perspective de redistribution ou d'accaparement, peu importe, mais des richesses. Donc on a évidemment le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et d'autres qui essaient de mettre en place des règles de gouvernance à l'échelle internationale, mais dans le but justement de maximiser la croissance et le développement, bien sûr, de sortir un certain nombre de pays de la pauvreté, etc., toutes ces thématiques-là. Et puis, donc ça, c'est ce qui se passe en amont, et on pourrait dire que c'est l'approche stratégique qui est développée. C'est-à-dire qu'au plan stratégique, les nations essayent de s'entendre pour développer la croissance, les richesses, la redistribution, l'accaparement. Et d'autre part, on a d'autres institutions qui sont notamment informées par le GIEC, donc ce panel d'experts qui, année après année, fait un bilan, et de scientifiques qui, année après année, fait un bilan des publications sur le réchauffement climatique pour tenir au courant les décideurs au niveau international, donc qui ne produit pas de la science, qui ne fait pas de recherche, mais qui synthétise toutes les recherches au niveau mondial qui se mènent autour du climat, qui propose des synthèses en continu à l'intention des décideurs pour leur permettre justement d'agir de manière informée. En aval donc, avec à côté du GIEC, d'autres instances qui sont en charge plutôt des questions climatiques ou d'autres arènes au sein desquelles on va discuter des questions climatiques. C'est le cas notamment des COP au niveau annuel, donc la conférence annuelle des parties. Vous vous souvenez sans doute de la COP 21 qui avait eu lieu à Paris en 2015, qui avait donné lieu aux accords de Paris, que les États-Unis vont peut-être à nouveau rejoindre après les avoir quittés sous la présidence de Donald Trump. La gouvernance donc, du climat via les COP, elle se fait entre les États-nations, entre les pays et les chefs d'État, leurs représentants, et en fait, elle n'essaye pas de détricoter au niveau économique ce qui a été mis en place en amont, c'est-à-dire l'augmentation de la croissance qui ne peut qu'être donner lieu à une augmentation de la densité de carbone ou d'équivalent carbone dans l'atmosphère, donc augmenter le réchauffement climatique, détruire la biodiversité, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir par rapport à la question de l'enjeu notamment du découplage. Mais elle essaie plutôt de travailler sur des mesures de décarbonation de l'économie et des mesures en fait qui sont prises en aval, des mesures qui sont plutôt tactiques. Là, on était dans le stratégique tout à l'heure, puisque une fois que tout a été mis en place pour croître, donc émettre des équivalents de CO2 dans l'atmosphère, augmenter l'intensification du réchauffement climatique année après année, eh bien, on essaye néanmoins de prendre des mesures pour décarboner. Donc on carbone d'un côté l'atmosphère, et de l'autre côté on prend des mesures en aval pour décarboner, mais une fois que les mesures stratégiques ont été prises. Donc c'est ce qui veut dire que souvent on va s'appuyer sur des procédés ou mettre en avant des possibilités, des procédés techniques, soit pour améliorer l'efficacité, l'efficience d'un certain nombre de dispositifs de production industrielle, soit pour avoir directement via le géoengineering des procédés de captation du carbone dans l'atmosphère, ce qui commence à se voir de plus en plus. Il y a des chantiers sur ces techniques-là qui ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où l'aspect stratégique a été déterminé, il ne reste plus que l'aspect tactique. Et l'aspect tactique, il va se manifester par un cadrage autour de la question du carbone, alors que la biodiversité, par exemple, c'est une question qui est tout aussi importante, voire peut-être même plus importante aujourd'hui et plus urgente que le carbone. Sans les autres êtres qui rendent ce monde habitable, pas de vie possible. On n'est plus dans la question du réchauffement climatique face auquel, malgré tout, on peut faire face même s'il fait très très chaud, mais s'il n'y a plus, par contre, je sais pas moi, de plancton, d'arbres, de tout ce que vous voudrez, il n'y a plus de vie tout simplement, et c'est un game over généralisé. Donc la question de la biodiversité du point de vue des experts est même plus importante que la question du changement climatique et du carbone dans l'atmosphère, mais c'est plutôt la question du changement climatique qui occupe effectivement qu'aujourd'hui le devant de la scène. Du coup, on a un cadrage qui est peut-être que tactique,
que technique et un cadrage relativement déterminé où voilà, on ne va pas détricoter ce qui a été fait au plan économique, on va simplement essayer de trouver des mesures techniques, des innovations qui vont nous permettre malgré tout d'essayer de décarboner en aval le carbone qu'on a pompé en amont dans l'atmosphère du fait de nos modèles économiques. Donc ça, évidemment, ça fait que la gouvernance du climat, elle est bien mal engagée et qu'elle ne donne pas du tout depuis des années maintenant. Hein, ça fait depuis, je pense, 1992, je crois que le GIEC existe de mémoire, mais je peux me tromper. Eh bien, la densité de carbone dans l'atmosphère, de ppm, de particules par million, c'est l'unité de mesure qui est adoptée, ne cesse d'augmenter. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement un échec. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? C'est un petit peu la question à laquelle donc, on s'attelle via le projet Closing Words et puis via le master, dont je dirais quelques mots dans un instant. Si l'État-nation n'est pas forcément la bonne échelle pour la concurrence entre États n'est pas forcément la bonne échelle pour agir, en tout cas pas aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs au niveau de la politique nationale, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est pour ça que nous, on a choisi de centrer notre action sur un niveau qui est une échelle plutôt, qui est une échelle pas micro de la petite résilience des communautés de personnes qui voilà, essayent de faire de la permaculture, essayent de travailler sur les questions de sécurité alimentaire ou autres, qui parfois d'ailleurs essaient de faire percoler ça avec des niveaux plus élevés, pas toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus essayé d'agir au niveau macro, soit même si ça arrive parfois, de l'échelle nationale ou de l'échelle internationale. Parce que très largement, on observe aujourd'hui un décrochage quand même au niveau macro de ces questions-là, c'est-à-dire, et on l'a vu aux dernières élections municipales, une préoccupation qui s'exprime dans les urnes pour les enjeux écologiques au niveau municipal, au niveau régional, qui est une préoccupation, on va dire, à un niveau méso, et puis au niveau macro, qui ne se traduit pas forcément du tout. Dernier exemple étant le sort réservé aux décisions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont détricotées les unes après les autres, parce que c'est très compliqué de toute façon à implémenter. Donc là, il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel responsable politique, mais de dire qu'il y a une vraie difficulté et qu'en l'occurrence, les moyens ne sont pas... on ne se donne pas les moyens, en tout cas, d'affronter et de résoudre cette difficulté. En tout cas, de dépasser cette difficulté ou d'y répondre à minima. Donc c'est pour ça que nous avons choisi d'agir au niveau méso, qui est celui des collectivités territoriales, des régions, des mairies, qui reste un niveau où les institutions ont une présence, qui est en même temps le niveau sans doute où vont se faire sentir les effets du changement climatique en premier, c'est-à-dire avant que ça atteigne directement la politique nationale, les territoires, eux, vont être confrontés dans leur spécificité, que le mot territoire, pour le coup, retranscrit bien, c'est-à-dire l'attachement effectivement à un sol particulier, à comment dirais-je, des interrelations sur ce sol-là qui sont singulières entre des régions très industrielles, des régions agricoles, des régions un peu mixtes, densément peuplées, pas densément peuplées, avec accès à l'eau, pas d'accès à l'eau, etc., etc. Il y a des contrastes évidemment qui sont extrêmement forts. C'est ces contrastes-là qu'il faut essayer de cartographier aujourd'hui. Donc c'est à ce niveau-là que les effets du changement climatique et du franchissement des limites planétaires vont se faire sentir avec le plus de vivacité dans les années qui viennent. Et puis un autre élément à l'échelle méso, que sont les organisations, en particulier les entreprises, alors qui ne sont pas forcément, elles, ancrées uniquement dans un territoire, mais qui peuvent évidemment être transnationales, à l'échelle de plusieurs territoires, mais qui ont quand même cet ancrage aussi dans des territoires, et voilà, qui elles-mêmes sont un acteur intéressant, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de pans de nos vies sont délégués aux entreprises. Elles ont en charge énormément de choses. D'ailleurs, c'est sur elles qu'on entend s'appuyer pour développer les innovations qui vont nous permettre, dans le cadrage de la gouvernance du climat que j'ai indiqué tout à l'heure, de répondre aux défis du changement climatique et de l'anthropocène. Donc les organisations, les entreprises, et ça veut dire que les organisations, les entreprises aujourd'hui sont dans une position un petit peu particulière, puisque quelle peut être finalement leur position au regard de l'anthropocène. Ça, c'est quelque chose sur quoi on a enquêté, c'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup, notamment pour leur proposer non pas des solutions face à l'anthropocène, mais pour leur proposer dans un premier temps
de regarder stratégiquement, d'appréhender stratégiquement la réalité qu'est l'Anthropocène et qui va fondamentalement changer la trajectoire des entreprises dans cette nouvelle époque géologique. Qu'il s'agisse de stations de ski, parce que il y aura de moins en moins de neige à l'avenir, des stations dans lesquelles il n'y a plus de neige ou quasiment, et on se rend compte que c'est plus du tout peut-être le type d'activité qu'il faut avoir maintenant en montagne, ou qu'on va pouvoir se permettre d'avoir en montagne pour les années et les décennies à venir, qu'il s'agisse de domaines très différents. Ça peut être la mode qui a un impact environnemental énorme, qu'il s'agisse du bâtiment, j'aurai l'occasion d'y revenir, ou la construction neuve rend compte d'une part très importante des émissions de carbone de notre économie, qu'il s'agisse de l'alimentation carnée, là encore, représente une part très importante de destruction de la biodiversité, mais aussi d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, que ce soit le transport, la mobilité, avec évidemment les voitures, l'aviation. On parle aujourd'hui de plus en plus du devenir des compagnies d'aviation. On se rend compte aujourd'hui que l'activité, le cœur de l'activité d'un certain nombre, même de toutes les organisations, à des niveaux différents, à des échelles temporelles différentes, néanmoins, c'est tous les secteurs qui sont aujourd'hui concernés, est remise en cause par ces perspectives de franchissement des limites planétaires. Donc, face à ça, on peut s'interroger, et notamment par rapport à la situation des entreprises. Nous, on fait des enquêtes auprès de patrons d'entreprises, petites, grandes, moyennes, du CAC 40 ou de top managers, etc. Et certains nous disent, par exemple, qu'eux voudraient plus de régulation, contrairement à ce qui est dit, contrairement au discours qui peut être porté par le syndicat du patronat, le MEDEF ou autre, mais ils ne veulent pas assumer cette régulation seule, évidemment, puisque ça leur donnerait un désavantage vis-à-vis de leurs concurrents à l'échelle au niveau national, mais évidemment au niveau international, qui poserait problème. Là où l'État, lui, essaye de faire plaisir aux entreprises en dérégulant au maximum, et ce qui fait qu'on va arriver à une situation qui va être compliquée pour les entreprises, pour les organisations, dans la mesure où on va déréguler énormément. Il y a le risque, en tout cas, qu'on dérégule énormément, que la situation au plan environnemental, évidemment, ne s'améliore pas dans les prochaines années, et que tout d'un coup, on ait à ce moment-là des murs qui se présentent à nous, qui se présentent aux entreprises, et ces murs, ça va être soit un mur physique lié aux limites planétaires, lié au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, qui va s'exprimer différemment selon les domaines concernés, mais qui ne va pas manquer d'arriver. On peut penser à l'énergie aussi dans les prochaines années. Le Shift Project avec lequel je n'ai pas dit, mais je collabore. J'ai participé au rapport pour une sobriété numérique en 2018. Le Shift Project a fait un rapport récemment sur la disponibilité du pétrole dans les prochaines années pour l'Europe. Dans des domaines différents, on va avoir des conséquences différentes, mais tous les domaines vont être affectés. Donc un mur, on va dire, physique qui va se présenter, et puis un mur aussi qui peut se présenter sous une forme juridique, c'est-à-dire que les États auront dérégulé, et puis tout d'un coup, il va falloir prendre des mesures drastiques et expliquer aux gens que non, ils ne peuvent plus prendre leur voiture pour se déplacer, qu'on va interdire du marché un certain nombre de produits, qu'on va en taxer d'autres, etc., etc., et à des niveaux qui risquent d'être à ce moment-là très importants. Et tout d'un coup, puisque on n'aura pas fait l'effort d'anticiper en essayant de délayer au maximum le moment de l'action, et donc ce qui fera que l'action n'en sera que plus brutale au moment où elle interviendra. C'est pareil pour les émissions carbone, hein. Si la France elle a un budget carbone à respecter dans les prochaines années, soit on commence à prendre des mesures et la baisse elle est comme ça, soit on attend pour prendre des mesures encore quelques années et la baisse elle est comme ça. Donc, plus on attend, plus les mesures à prendre sont drastiques. C'est comme quelqu'un qui n'a pas envie de faire un test Covid parce qu'il n'a pas envie d'avoir alors pour le Covid, l'analogie marche moins bien parce qu'après, soit ça empire, soit on guérit tout seul. Mais imaginons que ça ne fasse qu'empirer et qu'on contamine les autres autour de soi. Dans tous les cas, ce serait problématique. Donc, soit on fait le test, c'est désagréable, mais voilà, il faut le faire. Et on n'a pas contaminé trop de personnes autour de soi. Soit on attend pour faire le test et puis ça reste désagréable. C'est peut-être encore plus désagréable. Et puis, on aura contaminé tout un ensemble de personnes autour de soi. Donc, la situation va être bien pire qu'elle n'aurait été si on avait agi rapidement. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle se retrouvent à la fois nos gouvernants, mais de ce fait aussi nos entreprises auxquelles on ne rend pas forcément service en ne regardant pas ce qui aujourd'hui fait partie de la stratégie finalement de toute entreprise, c'est-à-dire de prendre en compte cette réalité-là, d'être en capacité de la voir avant d'agir ou de prendre des mesures qui sont de l'ordre du greenwashing. Il faut déjà être en capacité de prendre conscience, j'aime pas tellement la notion de prendre conscience, mais d'être en capacité de
d'apercevoir ces perspectives, d'être en capacité de les prendre en considération dans une stratégie, y compris une stratégie d'entreprise, pour comprendre quelle va être la trajectoire réelle de l'entreprise dans les prochaines années, et pas du tout une trajectoire fictionnelle ou une trajectoire liée à ce que j'appelle moi, par exemple, des futurs obsolètes, c'est-à-dire le fait de dire oui, bon, bah, demain, ça va être un futur de smart city, d'objets connectés, de voitures autonomes. Sans doute que tout ça va se produire, mais pas très longtemps, parce que c'est en déphasage total avec la situation qui est la nôtre. Donc il faudrait mieux utiliser les moyens dont on dispose aujourd'hui pour ne pas forcément faire advenir ces futurs-là, ce qui est évidemment compliqué parce que les entreprises, elles sont prises dans le jeu de la concurrence, etc. etc. J'ai discuté récemment avec quelqu'un d'Orange dans le cadre d'une table ronde en disant voilà, Orange ne fait pas la 5G parce qu'il trouve que stratégiquement c'est une bonne idée. Orange fait la 5G parce que les concurrents d'Orange font la 5G, que tout le monde fait la 5G et que éventuellement ils vont en bénéficier au plan économique, mais c'est même pas sûr parce que ceux qui produisent de la valeur, c'est pas Orange, ce sont les GAFAM et d'autres. Et donc voilà, ils innovent parce qu'il faut innover, parce que tout le monde le fait. Et ça, on peut se demander si c'est encore une innovation, encore plus dans la mesure où ce sont des innovations qui n'ont pas été pensées au regard de la trajectoire qui va être la nôtre demain et de l'augmentation notamment de la dépense énergétique que ça va engendrer et qui va être de moins en moins soutenable à l'avenir. Ce qui fait qu'une bonne partie, par exemple, de nos innovations aujourd'hui est complètement obsolète. Alors, par rapport aux entreprises, ça pose la question notamment de la RSE, qui est une question importante. La RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que la RSE est en capacité finalement d'affronter ces perspectives-là? Moi, je dirais clairement que non. D'abord, elle n'a pas fait la démonstration qu'elle était en capacité de le faire dans le passé. Ensuite, elle n'a pas du tout un diagnostic qui est à la hauteur des enjeux de l'anthropocène. Et puis surtout, le problème le plus important, c'est qu'elle repose sur le principe d'une externalisation. C'est-à-dire que la RSE, c'est voilà, on va faire de la RSE parce qu'on est gentil et qu'on veut afficher que l'entreprise elle a une moralité, voilà. Mais elle a une moralité qui est très très circonscrite, hein, un périmètre externe de l'entreprise. Et puis on va faire des actions qui vont nous permettre de gérer par exemple les externalités négatives de notre activité. Imaginons que je sois une entreprise qui fabrique du chocolat. J'espère que personne ici fabrique du chocolat, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Une entreprise qui fabrique du chocolat, vraisemblablement, elle va déforester en Afrique pour qu'on puisse planter des cacaoyers pour produire du cacao. On va déforester, on va produire du cacao et ça c'est problématique évidemment. La RSE, ça veut dire bon, il faut éviter qu'on déforeste parce que c'est pas très bien pour les Africains. La perspective dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas celle-là, c'est pas celle de se poser la question de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour les Africains, ce qui n'est pas cette question, c'est pas la raison d'être aujourd'hui des entreprises. Donc on peut se la poser, mais on se la posera toujours de manière relativement optionnelle, ce qui en soi est problématique. C'est plutôt le fait de dire c'est pas une question externe, les conséquences de notre activité sur d'autres personnes, c'est problématique. C'est la question de dire les conséquences de notre activité liées au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, elles vont nous revenir dans la figure. Donc, on ne peut plus les externaliser ailleurs. En fait, elles sont déjà à internaliser. Même si les conséquences vont être différenciées selon les territoires, reste qu'il y a une trajectoire globale à laquelle ça participe et qui va impacter tout le monde. Et puis en plus, c'est pas simplement qu'il ne faut pas déforester parce que c'est pas bien pour les Africains, c'est qu'on va plus pouvoir déforester puisque il n'y a plus de forêt à abattre finalement. Ça a déjà été fait dans le passé. Donc c'est le devenir même, le cœur même de cette activité qui est mise en cause aussi parce que avec le réchauffement climatique, eh bien, de plus en plus le climat devient hostile pour la production du cacao. Et donc c'est pas les conséquences, les externalités négatives de l'activité qui sont en cause, c'est le cœur même stratégique de l'entreprise qui est questionné par justement cette perspective de l'anthropocène. Et ça veut dire que les entreprises vont devoir y faire face. Alors, on le voit aujourd'hui, certaines essaient de le faire face classiquement en se diversifiant. C'est le cas par exemple d'une entreprise qui fabrique des skis en France, qui fait beaucoup aujourd'hui de streetwear. Donc en allant finalement du domaine du ski qui est de plus en plus problématique puisque le ski est lié aux stations de ski, à la neige. Et ça, c'est évidemment une réalité qui va disparaître dans les prochaines années, les prochaines décennies. Évidemment, entre les Alpes et le Puy-de-Dôme, c'est pas le même rythme. Reste que la perspective est claire dans tous les cas. Et puis c'est un mode d'habiter de toute façon la montagne qui est de moins en moins viable. Au-delà de la neige aussi, parce que les montagnes s'effondrent, parce que le permafrost fond et que c'est la glu de la montagne. Donc c'est même plus qu'il n'y a plus de neige, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a aussi des pans de montagne entiers qui se détachent, comme les icebergs ailleurs.
Alors on peut se dire, voilà, on va se diversifier et donc aller du côté du streetwear, sauf que la mode a un impact environnemental absolument dramatique, un impact carbone et autres absolument dramatique, et de plus en plus on parle de mode shaming, donc d'une honte associée à la mode, et que c'est un secteur qui peut-être demain va être plus régulé, plus attaqué pour ses conséquences environnementales, sociales, etc., etc. Et donc, oui, peut-être que c'est aller d'un secteur très très menacé immédiatement à un secteur qui est un tout petit peu moins, mais il ne faut pas se bercer d'illusions, il n'y a plus aujourd'hui de terra incognita, de terre vierge, de marché ou de secteur vierge qui ne serait pas concerné, on va dire, par l'horizon de l'anthropocène. Ça n'existe pas, ça n'existe plus, et donc ça veut dire que cette tactique finalement d'aller ailleurs, à un moment donné, va rapidement trouver ses limites. Elle trouve déjà en fait aujourd'hui ses limites. Donc par rapport à ça, nous mettons en place un programme à la fois de recherche, mais avec des propositions très concrètes, et donc ce programme de master que je mentionnais tout à l'heure, un programme qui vise à former ceux qu'on appelle les redirectionnistes, ceux qui vont assurer la redirection dans les entreprises. La redirection n'est pas la transition, parce que depuis une bonne dizaine d'années, le concept de transition a été quand même largement vidé de sa substance, puis il ne signifie plus forcément grand-chose aujourd'hui. Vous savez que si on continue la transition énergétique au rythme actuel, une étude avec des chercheurs du MIT, qui a été publiée dans MIT Review, mais pas avec des chercheurs du MIT, mais une autre université américaine, expliquait qu'on mettrait 363 ans à réaliser cette transition énergétique. Donc on est aussi sur des plans qui sont censés répondre à la question, au problème, à la situation qui est la nôtre, qui en fait ne sont pas du tout à la hauteur finalement de cette réponse. On sait aujourd'hui que de plus en plus que les objectifs de développement durable, par exemple, ne sont pas du tout suffisants pour la trajectoire qui est la nôtre, etc. Enfin, les réponses un petit peu mainstream aujourd'hui sont très largement remises en cause. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pour nous d'opérer une redirection des organisations, des institutions, pour les aider à déjà regarder en face ces perspectives qui s'ouvrent devant elles, ces perspectives qui sont les nôtres de manière générale, que la puissance publique d'ailleurs n'est pas forcément à même aujourd'hui de regarder, ou qu'elle a dû à peine à affronter vraiment de face, même si par ailleurs elle a pris des objectifs pour le faire, le budget carbone, mais qu'elle retarde au maximum le fait de vraiment s'astreindre à respecter ses propres objectifs. Donc là, on voit bien qu'il y a un hiatus qui est problématique. Et puis, donc, les organisations qui doivent avoir une vision véritablement stratégique de leur devenir, ce qui est extrêmement difficile encore aujourd'hui, parce que ça suppose de renoncer à tout un ensemble de futurs qu'on avait imaginé être les nôtres demain, pilotés par la technique, par l'innovation, par une vision aussi cornucopienne de la réalité, c'est-à-dire le fait que voilà, il n'y a pas de limite à notre développement, ce qui est largement le cas aujourd'hui, on le sait. Et puis, tout simplement, ça nécessite aussi de faire des choses qu'on ne sait pas forcément faire aujourd'hui. On sait investir, on sait beaucoup moins désinvestir proprement. Dans nos entretiens avec des chefs d'entreprise, par exemple, un chef d'entreprise disait aujourd'hui, la décroissance, et c'est ce qu'il disait vraiment mot à mot, hein, peut-être je suis d'accord, mais c'est intéressant comme point de vue. La décroissance est devenue une option d'optimisation financière des entreprises, du devenir des entreprises, au sens où il vaut mieux décroître volontairement et piloter finalement cette décroissance, ce déclin. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de territoires qui sont en déclin, mais qui continuent à fonctionner comme si ça devait être des territoires en croissance. Évidemment, ça ne marche pas. Il y a peut-être un tiers qui sont en déclin aujourd'hui. Donc voilà, il y a un hiatus là encore, parce qu'on ne sait pas faire, tout simplement. On ne sait pas piloter un territoire en décroissance, ou en déclin, ou en recul, ou tout ce que vous voudrez. Mais voilà, c'est des questions aujourd'hui par rapport auxquelles justement on n'a pas forcément les leviers d'action, parce que tout a été pensé selon une autre perspective. Souvent, ça suffit pour dire bon, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas. C'est un petit peu la réponse au niveau national. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait de l'emploi? Qu'est-ce qu'on fait de la concurrence entre les entreprises, la concurrence entre les pays? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments-là? Ce qui n'empêche pas par ailleurs des pays de prendre des mesures fortes. La Chine, le Japon, la Corée ont annoncé leur décarbonation à échéance, je crois, 2050, qui aura des effets, même si ça ne résout pas tout et que c'est des approches par le carbone qui ne résolvent pas non plus la question, par exemple, de la biodiversité, mais ça va malgré tout changer un petit peu les choses. Donc, est-ce qu'il faut continuer à être dans le business as usual pour répondre aux normes qui sont les normes actuelles, sachant qu'il y a différentes échelles, aux échelles nationales, aux échelles des entreprises, aux échelles des collectivités,
Ou alors, il faut essayer de trouver d'autres manières de faire, d'autres modèles économiques pour affronter une situation qui, de toute façon, va s'imposer à nous et qui va s'imposer avec plus de force que la force qui s'impose à nous aujourd'hui, qui est la force de la concurrence entre États, la force de la concurrence entre entreprises, la force de la régulation des marchés, mais qui elle-même, en fait, on a l'impression, a été depuis de nombreuses années et siècles maintenant naturalisée. Depuis en fait le XVIIIe siècle, on a l'impression que l'économie, c'est une sphère autonome, naturelle, que ce soit via les libres marchés ou autres, et donc il faut respecter ça, car il n'y a rien à faire, alors qu'on a vu notamment depuis 2007-2008 avec la crise évidemment financière, qu'en réalité le pilotage de l'économie mondiale a été très largement revu au cours de cette période, et donc il est possible d'agir. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça veut juste dire qu'il faut déjà dénaturaliser ces perspectives pour comprendre qu'il y a malgré tout des leviers d'action, et que c'est pas parce qu'on dit que c'est compliqué qu'il ne faut rien faire, c'est au contraire parce qu'on dit que c'est compliqué qu'il faut agir, et c'est justement ce qui motive donc notre formation. C'est très compliqué pour les entreprises, pour les décideurs, pour les collectivités, pour tout le monde, mais justement ces difficultés-là font qu'on a besoin, c'est là qu'on a besoin d'inventivité. Alors je dis pas d'innovation parce qu'innovation c'est un régime encore particulier, mais c'est là qu'on a besoin vraiment d'inventivité, de recherche et de développer des leviers d'action à une échéance assez brève pour qu'on puisse en disposer assez rapidement. Ça demande aussi de retravailler le droit, la protection sociale, tout un ensemble de choses. En fait, ce sont tous les secteurs, tous les domaines de nos activités qui sont à reprendre. Ça peut sembler compliqué pour les entreprises. Évidemment, aucune entreprise ne va porter à elle seule tout cet effort-là. Reste que c'est important pour les entreprises d'être en capacité d'anticiper ces évolutions qui ne, de toute façon, manqueront pas d'advenir. Petite anecdote par rapport à ça, pour montrer que ce n'est pas simplement des élucubrations de ma part, et je terminerai là-dessus, on pourra ensuite discuter. En 2016, j'ai clos un symposium Interlabex pour les technologies smart, c'est-à-dire un symposium qui réunissait les laboratoires d'excellence en France, qui sont des regroupements de laboratoires de recherche avec des financements spéciaux, qui travaillaient sur les technologies smart, donc voitures autonomes, intelligence artificielle, médecine à distance, deep learning, tout ce que vous voudrez. Et donc je suis intervenu devant le PDG de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui était un Américain à l'époque, Michael Matlosh, devant il y avait sans doute d'autres financeurs de la recherche française aussi, enfin tout le monde était là. L'idée c'était simplement de montrer le travail qui a été fait pour continuer à avoir des financements au niveau des LABEX, parce que les financements LABEX allaient être supprimés au profit d'autres financements à une autre échelle, financements à l'échelle de ce qu'on appelle les IDEX, les initiatives d'excellence, peu importe. Et donc moi, je suis intervenu sur l'avenir, le devenir du numérique. J'ai dit, écoutez, tout ça est bel et bon, mais en fait, cet avenir que vous nous promettez n'adviendra pas, ou s'il advient, il devra prendre fin à un moment donné parce qu'il ne sera pas durable, pour des raisons matérielles, climatiques, environnementales, tout ce qu'on veut. Enfin, j'avais déployé un petit peu une argumentation, c'est un domaine que je connais bien. Et de toute façon, on n'est pas sûr que le développement du numérique soit corrélé à la croissance. Pas du tout certain de ça au plan économique. Et en plus, ça détruit de l'emploi de plus en plus. Donc, ça ne va même pas être une croissance, si jamais elle advient, qui va permettre d'avoir de l'emploi et donc d'être un relais de croissance avec ses conséquences positives attendues. Donc, j'ai terminé là-dessus et personne n'a opposé d'objection à ce discours. Tous les financeurs de la recherche française en disant « tu as raison », mais la réponse est « tu as raison, mais à mon échelle, je ne peux rien faire ». Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de former les profils qui vont faire que dans les institutions, dans les organisations, on ne puisse plus dire ça et qu'on ait des gens qui soient aujourd'hui formés pour aider justement les institutions et les organisations à faire face à ces réalités plutôt qu'à mettre la tête dans le sable, ce qui de toute façon n'améliorera la réalité de personne. Voilà. J'en reste là et on pourra continuer peut-être l'échange, la discussion. Il y a encore pas mal de points éventuellement à développer, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et voilà. Alors, pour l'instant, dans le chat, il n'y a aucune question. S'il y en a qui veulent ou mettre dans le chat ou activer leur micro et poser directement leurs questions, ou s'il n'y a pas de questions, peut-être des réactions aux propos tenus par Alexandre. Alors, c'est une très bonne question. Comment former à quelque chose que l'on ne sait pas faire? Eh bien, ça suppose, et c'est ce qu'on fait dans le cadre du Master of Science, c'est ce qui a permis justement d'en assurer le succès, puisque pour cette première promotion, on a recruté 25 étudiants
ce qui était beaucoup plus que l'objectif qui nous a été fixé par nos tutelles, je me permets de le préciser. Et oui, je dirais quelques mots, je vous remercie effectivement sur le nouveau master. En fait, ça veut dire d'ancrer la formation dans la recherche que nous menons, qui nous permet justement d'aller sur ces questions-là. Ça veut dire aussi de former nos étudiants à la question, un enjeu qui est très important, pas seulement au niveau individuel, mais également pour les organisations, qui est l'enjeu de l'enquête. L'enquête, la démarche d'enquête, en sciences sociales ou ailleurs, hein, c'est une démarche en fait qui est beaucoup plus large qu'une démarche simplement en sciences sociales. Ça peut être une démarche pour une organisation, pour une institution qui ne sait pas comment faire face à une situation donnée, à un horizon ou à une perspective donnée. Cette démarche d'enquête, elle est extrêmement importante et elle permet justement d'affronter ce que l'on ne sait pas faire ou des situations que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas appréhender, vis-à-vis desquelles on ne sait pas agir ou répondre, mais on va apprendre à le faire. Et donc, nous, on a un apprentissage de l'enquête, de l'approche de l'enquête, de la posture de l'enquête, par l'enquête, dans la mesure où c'est ça que les étudiants vont devoir mobiliser. Et pour dire quelques mots sur le MSC, le choix pédagogique que l'on a fait, ça répond un petit peu aux deux questions en même temps, c'est justement de mettre en place un système de commande qui fait que, oui, on va donner des cours à nos étudiants, on espère les meilleurs cours possibles avec des gens très bien, des designers, des gens qui interviennent des professionnels, des gens qui interviennent en sciences sociales, enfin voilà, avec vraiment des très bons profils. Mais également, à côté des cours, en complément des cours, on propose à nos étudiants de s'emparer des commandes stratégiques qui sont passées auprès d'institutions et d'organisations. On a plus d'une vingtaine de partenaires du master et puis d'autres aussi qui ont passé commande, ne sont pas forcément directement partenaires, mais qui sont partenaires via les commandes. Et on propose à nos étudiants en fait, de s'emparer de ces questions auxquelles aujourd'hui les professionnels ne savent pas répondre. Pour vous donner une anecdote, la Fédération française d'un sport de glisse qui se pratique en montagne quand il y a des pentes a demandé à un grand cabinet de consulting que je ne vais pas nommer, mais je donnerai juste une indication, c'est un cabinet qui a un chiffre d'affaires d'à peu près 50 milliards de dollars par an. Ce n'est pas un petit cabinet, voilà, 50 milliards par an, c'est quand même respectable. Elle a demandé à ce cabinet, parce qu'elle s'interrogeait sur son devenir, elle se dit, bon, quel est notre avenir au regard justement de l'Anthropocène? Et elle a demandé à ce cabinet de lui apporter une réponse. Et la réponse de ce cabinet, ça a été de dire, en fait, votre problème, c'est qu'il vous faut un nouveau logiciel de CRM. Donc, face à l'Anthropocène, l'absence de neige, les changements drastiques des conditions d'habitabilité sur Terre, changement de trajectoire du système Terre, changement de trajectoire des institutions et des organisations, la réponse c'est il vous faut un nouveau logiciel CRM. C'est une réponse qui est ridicule. C'est-à-dire que demander de l'argent aujourd'hui pour dire ça, c'est absolument indigent et indigne d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est une réponse logique, c'est-à-dire c'est une réponse business as usual. On ne peut pas donner d'autres réponses. Ça aurait pu être, et en fait, ça en fait partie. Votre réponse, c'est la transition numérique, c'est l'accompagnement dans la transition numérique, ou c'est des choses comme ça, qui aujourd'hui n'ont plus de sens, mais qui font en même temps partie de ce business as usual dont les organisations sont environnées. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette fédération de sport, quelqu'un s'est dit, je ne sais pas qui exactement, mais c'est intéressant, peut-être que ce n'est pas une bonne réponse. Peut-être que cette réponse ne va pas nous aider finalement à penser la situation à venir. Et donc, ils ont demandé à une designeuse qui intervient dans le master, c'est pour ça qu'on est au courant, qui intervient d'ailleurs dans d'autres formations de l'ESC, de reprendre la question du départ à Beauvau et d'essayer de la traiter. Donc, d'essayer de faire une enquête sur vraiment cet objet, cette question à laquelle il n'y a pas de réponse qui existe aujourd'hui, pour apporter justement cette réponse. Et donc, ce que vont faire nos étudiants, c'est qu'on va les accompagner pour produire de nouveaux leviers d'action un petit peu génériques, adaptés à la situation qui est la nôtre, dans le cadre notamment des cours. Mais on va aussi leur permettre de répondre à l'échelle 1 à des questions posées par des organisations et des institutions qui aujourd'hui n'ont pas les réponses. Donc, nos étudiants vont s'emparer de ces questions-là, vont les traiter sur l'angle de la commande et vont faire des propositions qui sont des propositions qui veulent avoir cette qualité des propositions opérationnel, et c'est ça qui va justement leur permettre de se professionnaliser. C'est pas d'être un énième consultant qui fait de la transformation numérique, il y en a une quantité incroyable, mais d'être au contraire ces personnes qui se sont intéressées à ces enjeux, auxquels d'autres ne se sont pas intéressés, pour lesquels on n'a pas de réponse. Donc ça va être beaucoup plus différenciant
au plan professionnel que d'être l'énième professionnel qui propose tel ou tel. Et ça, ce sont ces commandes stratégiques. Encore une fois, ce n'est pas nous qui les passons, ce sont des entreprises qui nous les passent. Pour vous donner un exemple de commande stratégique, on a une entreprise de consulting dans le domaine du BTP et de l'immobilier qui nous dit, eh bien, aujourd'hui, il faut réfléchir à la question de l'arrêt de la construction neuve. Parce que demain, sans doute que le débat dans le domaine du BTP et l'immobilier va de plus en plus tourner autour de cet enjeu-là, qui devient audible, qui ne l'était pas du tout il y a quelques temps, et qui va devenir le nouveau mainstream dans quelques temps. Donc ça fait partie effectivement des réponses que l'on n'a pas aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on ne peut pas les avoir, qu'on ne peut pas enquêter, qu'on ne peut pas travailler justement pour apporter. Et là, il y a une vraie plus-value, parce qu'on ne vend pas une méthode qui est vendue par 36 000 consultants, mais on apporte une question, une réponse, une vraie question qui se pose et à laquelle on n'a vraiment pas de réponse aujourd'hui. Alors, à quel profil d'étudiant est-ce qu'on préconise cette formation en priorité? Alors, en fait, l'intitulé du Master of Science, c'est Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Stratégie, parce que j'ai indiqué, on regarde le diagnostic de l'Anthropocène, diagnostic climatique et autres, droit dans les yeux. Donc là, on ne parle pas de développement durable, de découplage entre la croissance et les impacts environnementaux, de croissance verte, ce genre de choses qui sont aujourd'hui très largement déconsidérées au plan de la recherche, au plan international. Quand Jean Castex dit « je crois à la croissance verte », c'est très bien, en tant que politique, pourquoi pas. Mais aucun scientifique sérieux aujourd'hui ne valide un tel propos. Et d'ailleurs, ça ne correspond pas aux engagements, par ailleurs, de la France à plus long terme. Peu importe, mais on voit bien les tensions et les difficultés dans lesquelles on est. Donc, stratégie, pour cette raison-là, il faut déjà, la première chose avant d'agir, c'est d'avoir la capacité de réfléchir à ces enjeux stratégiques. Et aujourd'hui, beaucoup d'organisations ne l'ont pas. Et design, parce qu'en fait, le design, pour nous semble être un médium intéressant pour aborder ces questions à deux égards. Quand vous êtes designer, vous êtes en capacité très facilement de discuter avec des ingénieurs, avec des managers. De plus en plus, les managers utilisent les méthodes issues du design, le design management, le design thinking, évidemment. Vous êtes en capacité de discuter avec des scientifiques des sciences dures, avec des chercheurs en sciences humaines. Et donc, cette capacité, finalement, là, elle est extrêmement intéressante et elle sera pertinente aussi au sein de l'entreprise. Et le design lui-même comme discipline permet de s'appuyer sur des pratiques, des méthodes extrêmement différentes qui vont de l'enquête. Il y a beaucoup de designers aujourd'hui qui ont la pratique de l'enquête très fortement, au design fiction qui est plutôt de l'ordre de la prospective, à vraiment un travail plus matériel comme dans le cas du design produit ou autre. Et on a besoin finalement pour aborder un objet aussi vaste que l'Anthropocène de savoir assez nombreux et de trouver un cadre qui permet de les articuler. Et le design n'a pas forcément la réponse à tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, notamment sa sphère professionnelle. Néanmoins, comme cadre disciplinaire ou de pratique, il permet de faire tenir ensemble cette pluralité de pratiques et de disciplines, et c'est pour ça qu'on le mobilise ici. Ce qui veut dire que nous, on a comme étudiants des gens qui viennent du design, qui sont ingénieurs, qui sont commerciaux, qui ont tout un ensemble de profils très très variés, très très différents, des gens qui ont des très beaux profils. Et l'idée, c'est aujourd'hui de faire émerger ce nouveau profil de redirectionniste pour que ce besoin dont on a montré que clairement il était valide parce qu'on a été accrédité par la conférence des grandes écoles, parce qu'au plan institutionnel on a 2 écoles qui nous soutiennent, parce qu'on a toutes ces commandes qui nous sont passées par des institutions et des organisations qui montrent que vraiment à l'échelle 1, on a besoin de répondre à ces questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Mais ensuite il faut assurer à ces étudiants qu'ils aient fait la démonstration opérationnellement de leur travail, c'est ce que permettent les commandes, mais il faut aussi que on les forme pas de la meilleure manière possible pour que derrière, sur le marché du travail, ils affrontent les recruteurs et que finalement leur profil soit filtré par les recruteurs parce que les recruteurs sont en retard par rapport à des profils comme ceux-là. Donc on essaye par le soutien d'entreprises, par la mise en pratique de nos propositions, et bien de montrer que ces profils sont des profils qui sont de plus en plus aujourd'hui nécessaires dans les entreprises et donc d'une certaine manière de faire valider collectivement l'émergence de ces nouveaux profils. Donc c'est ça aussi qui est au cœur de notre démarche. Est-ce que le MSC est proposé en formation continue? Oui.
absolument. Donc, on a des gens qui ont quitté leur emploi et touchent leurs allocations chômage, qui travaillent à côté, qui sont encore étudiants. Donc, tout un ensemble de profils. C'est même possible en alternance. On pensait que ce serait trop tôt pour proposer l'alternance, que les entreprises elles-mêmes ne seraient pas prêtes à prendre des étudiants en alternance sur ces sujets-là. En réalité, ça n'est pas le cas. Et du coup, on a fait amender notre dossier. Et maintenant, depuis vendredi dernier, très exactement, ça tombe bien, on peut prendre des étudiants officiellement en alternance. Comment assurer la pérennité sur du long terme à une entreprise qui ne fera plus de croissance? C'est une vraie, très bonne question. Il y a des ouvrages d'ailleurs hein, qui existent là-dessus sur le pilotage des entreprises sans croissance. Alors, je ne vais pas forcément développer ça ici, mais effectivement, ça repose la question du lien entre la croissance, les organisations, les modèles économiques. Est-ce qu'il faut forcément de la croissance pour avoir des modèles pérennes pendant très longtemps? Avant l'essor du capitalisme au XVIIIe siècle en Angleterre, et encore même pas, puisqu'en fait l'Angleterre ne retrouve un niveau de vie équivalent à celui du XVIe siècle qu'au XIXe siècle. Donc en fait, même pendant la période d'expansion, il n'y a pas eu une croissance aussi marquée que ça. Donc ça interroge en fait. S'il y a pu avoir la révolution industrielle sans qu'il y ait une croissance véritablement marquée par rapport notamment au XVIe siècle, peut-être que les indicateurs ne sont pas exactement les bons. Alors, je ne vais pas donner ici de réponse, parce que c'est des enjeux assez techniques, mais ça pose la question justement de ces perspectives. C'est-à-dire aujourd'hui, ça semble une contradiction dans les termes que de penser ça. Est-ce que c'est vraiment une contradiction dans les termes? Est-ce que si on met les mains dans le cambouis et qu'on regarde les modèles économiques, les modèles d'affaires, comment on va devoir s'adapter à l'avenir, etc., est-ce que c'est vraiment ce qui peut sembler aujourd'hui comme une utopie, voire même une utopie politique complètement décorrélée de la réalité des choses, ou au contraire, ça n'est pas le cas, et si on regarde techniquement, eh bien, on peut faire des propositions pour que ça devienne envisageable. Tout notre travail, c'est de mettre les mains dans le cambouis, de regarder techniquement les choses et de rendre possible justement des modèles alternatifs. Donc c'est pas du tout on ne veut pas former par exemple, alors c'est très bien, mais nos étudiants à écrire des rapports environnementaux pour dire voilà les mesures qu'il faudrait, les 100 mesures que la France devrait prendre au plan environnemental pour changer de trajectoire, etc., sans aucune idée de comment on implémente ces mesures. Nous, on se situe vraiment un peu dans le post, l'après de ces démarches-là, et plutôt de réfléchir à comment on met au point les leviers dont on a besoin et comment ensuite on les applique et comment on en tire parti. Vous avez peu parlé de raison d'être de l'entreprise. Effectivement, alors parce que pour nous, c'est un levier qui n'est pas du tout suffisant. Il y a quelques travaux là-dessus, mais qui restent en fait quand on gratte un petit peu des travaux relativement des mainstream. Pour autant, on va proposer à nos étudiants de travailler à partir notamment des entreprises à mission, parce que ce sont des leviers existants. Donc stratégiquement, il faut faire feu de tout bois. Et même s'il y a des leviers aujourd'hui qui ne sont pas, à notre avis, les bons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans ces endroits-là pour justement les rediriger eux-mêmes et aller plus loin, mais à travers ces prises qui s'offrent aujourd'hui à nous. De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'actions qui sont, comment dirais-je, chapeautées par le terme de résilience, qui est un terme extrêmement problématique à bien des égards. La résilience, ça n'est pas du tout suffisant, c'est même peut-être nuisible en tant que concept. Pour autant, peut-être qu'il faut aller sur ces arènes-là parce que c'est là aujourd'hui qu'il se passe des choses. Donc il faut avoir aussi une approche stratégique pour justement être en capacité d'agir et ne pas se dire ah ben non, c'est pas le bon concept ou non, ça n'est pas possible, donc ne faisons rien. Ce qui est un peu trop le réflexe aujourd'hui. Quel positionnement par rapport à Carbon 4, le cabinet de Jean-Marc Jancovici qui creuse ce sillon depuis quelques années déjà? Alors oui, alors nous le master est soutenu par le Shift Project, donc il y a aussi le think tank dont s'occupe Jean-Marc Jancovici. On est parti, moi j'ai été un des co-auteurs du rapport pour une sobriété numérique qui est paru en 2018 et reparu en anglais en 2019. Diego Landivar avait été interviewé dans le rapport sur l'enseignement supérieur et la recherche pour les actions qu'il a entrepris au nom d'Origence au sein de l'ESC, tous ces cours que je mentionnais tout à l'heure. Donc des liens avec le Shift, on en a. On n'a pas de lien direct avec Carbon 4, mais on voit aussi ce qu'ils font. Nous, par rapport à une approche, on va dire, très d'ingénieur, Jean-Marc Jancovici, c'est vraiment un ingénieur, hein, pour le coup. On essaie d'avoir des approches qui prennent en compte d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment pour les organisations de dimension managériale, pour les institutions, les collectivités publiques, c'est de prendre en compte des dimensions aussi démocratiques. Quand vous êtes
ingénieur, vous avez quand même tendance à être plutôt dans des approches un peu, sans que ce soit une critique trop affirmée, mais les ingénieurs, par définition, ont des approches plutôt technocratiques. C'est dur pour eux d'avoir des approches démocratiques. Or, demain, si on veut faire passer un certain nombre de mesures, notamment à l'échelle des collectivités, cette dimension démocratique, il faut la travailler davantage, y compris dans une perspective opérationnelle. Sans cette dimension démocratique, toutes vos mesures technocratiques, vous allez avoir beaucoup de mal à les faire passer. La mesure, par exemple, sur la hausse du prix de l'essence qui a donné suite à la crise des Gilets jaunes, vous voyez, voilà, c'était une mesure technocratique qui ne prenait pas la mesure d'un certain nombre d'attachements des gens qui font que, oui, pendant des décennies, on a organisé les infrastructures mobiles de la France autour de l'automobile. Et donc, si à un moment donné, vous demandez aux gens de moins conduire ou de dépenser plus pour se déplacer alors qu'ils sont obligés de faire 100 km pour aller à leur travail, forcément, ça va poser un certain nombre de problèmes et on se serait économisé beaucoup de peine en analysant plus finement justement ces obstacles-là, qui ne sont pas des obstacles qu'il faut simplement faire sauter, qui sont des obstacles qui sont liés à une infrastructure qui aujourd'hui est obsolescente, qu'on ne va pas pouvoir maintenir très longtemps, notamment cette infrastructure routière-là, donc ce modèle-là de transport et de mobilité. Donc voilà, on essaie d'avoir une vision peut-être plus large qui fait notamment davantage intervenir les sciences humaines, mais on est évidemment tout à fait intéressé et respectueux du travail qui est mené par Carbone 4 ou à côté de ça par le Shift. Le Shift ayant moins vocation à avoir des actions opérationnelles. Ils font plutôt des rapports pour des décideurs. Nous, on est plutôt, je dirais, dans l'après. On ne veut pas faire des rapports parce que maintenant, les collectivités ont beaucoup de rapports et la question qu'elles se posent, c'est plutôt, oui, ok, mais comment on agit maintenant? Comment on agit avec des contraintes démocratiques, quelles mesures on prend, contraintes techniques, etc. Ce n'est pas du tout évident. Savoir que faire, comment agir sans déjà nuire à la situation qui est la nôtre, c'est déjà très compliqué. Donc ensuite, en prenant en compte toutes les dimensions pour vraiment passer à l'action, ça n'est pas simple. Et donc c'est pour ça on forme ces nouveaux profils pour être en capacité justement de prendre en charge ces questions et de prendre en charge à une échelle stratégique. Dans l'organisation, il faut qu'on mobilise aujourd'hui, qu'on forme de nouveaux profils qui sont des profils qui ont accès aux leviers stratégiques des organisations. Alors le master, c'est un master of science, c'est pas un master spécialisé, donc c'est un master of science qui a une dimension internationale, qui est donné en anglais. Alors au départ, on avait un étudiant australien qui s'est inscrit, finalement il n'est pas venu. On a des étudiants qui sont au Brésil, on a un étudiant qui est en Algérie. J'espère qu'on aura plus d'étudiants étrangers par la suite. On a des partenariats par ailleurs avec l'école de design de l'Université de Laval au Québec, avec HDK Valand qui est l'école d'art et design de l'Université de Göteborg en Suède, et avec la HED, la Haute École d'art et de design de Genève, qui est une très grande école de design en Suisse. Donc voilà, plutôt dans les espaces francophones, pas seulement, en Suède également. Et évidemment, on va essayer d'étendre tout ça rapidement. Mais après, déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'on est les seuls à proposer ce genre de formation en France et à l'étranger? Effectivement, je ne l'ai pas dit et j'aurais dû. Donc, je vous remercie de poser cette question. Oui, c'est une formation qui est unique au monde. Il y a une formation qui a le mot Anthropocène dans son titre, je crois que c'est à Oxford ou à Cambridge, je ne sais plus, mais c'est Anthropocène Studies, donc c'est avec une vocation théorique de recherche. Mais nous sommes la première et je crois la seule encore aujourd'hui formation au monde qui proposons justement une formation opérationnelle pour affronter les enjeux de l'Anthropocène. Les cours sont-ils à distance? Très bonne question. On avait anticipé un reconfinement. D'ailleurs, on a recruté nos étudiants, j'ai recruté nos étudiants pendant le confinement. Donc, j'étais tout à fait conscient de cette réalité-là et la difficulté que ça posait. Du coup, on maintient au maximum les cours en présentiel. Ce n'est pas une formation à distance au sens où on serait dans le cadre d'un MOOC, par exemple. Non. La formation en présentiel est intégralement maintenue à Lyon. Donc, tous nos cours ont lieu à Strat-Lyon, parce que Lyon, c'est malgré tout, faut me couper à ce moment-là, Anne, mais ça reste au niveau de la desserte des transports quand même plus central, malheureusement, que Clermont. Géographiquement, non, mais au niveau des infrastructures, justement, il y a une centralité qui est plus grande. Néanmoins, comme on a des étudiants au Brésil, en Algérie ou ailleurs, des étudiants qui ont une activité professionnelle à côté, qui chacun gère son emploi du temps en fonction de ses spécificités, on donne la possibilité à nos étudiants de suivre tous les cours intégralement à distance, soit au moment où les cours ont lieu, soit en décalé, puisque tout est archivé pour une consultation après coup. Donc voilà, on offre toutes ces possibilités pour être au maximum
pour proposer un maximum de souplesse. La période actuelle, évidemment, y incite très largement. Alors, plus de questions pour l'instant ou de remarques. Peut-être que Alexandre, je ne sais pas, est-ce que si après cet échange, il y en a qui souhaitent te contacter, poursuivre ou quoi que ce soit, tu restes à leur disposition? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour quelques questions que ce soit, évidemment, je peux partager avec vous plus d'informations. Je vous signale qu'on aura bientôt un site web dédié au master dans les prochains jours. Le site est prêt, donc maintenant il faut juste qu'on le raccorde techniquement à son hébergeur. Mais on va pouvoir présenter aussi un certain nombre de contenus, de démarches qui sont celles du master, et puis publiciser aussi un certain nombre de ces commandes sur lesquelles on travaille, puisque c'est le but de certain nombre d'entreprises aussi, de savoir qu'elles travaillent sur ces questions, qu'elles ont une vision stratégique, qu'elles anticipent voilà, un certain nombre d'évolutions. Et puis on est aussi, évidemment, si vous le souhaitez, on peut vous proposer aussi, éventuellement dans le cadre de vos organisations, vous avez des besoins stratégiques qui peuvent être comment dire, satisfaits par le master. N'hésitez pas à me contacter. On est évidemment à la disposition de toutes les organisations pour les aider justement à affronter ces perspectives-là, avec un montage spécifique pour qu'on puisse mettre à disposition nos étudiants voilà, d'une manière qui soit bénéfique à tout le monde. Là aussi, à chaque fois, on essaie de trouver des modèles économiques un petit peu en écosystème qui font que tout le monde y trouve très largement son compte. Voilà. Bon, je crois que tout le monde est unanime pour te dire un grand merci, un grand bravo. Et puis, on souhaite beaucoup de succès à ce MSI qui, bon, pour la première édition, a attiré et qui, je pense, va être une belle vitrine pour l'école. Voilà. Et Merci puis, beaucoup. peut-être qu'on envisagera d'autres échanges, d'autres poursuites si des diplômés le souhaitent. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos souhaits et réflexions sur des poursuites d'échanges de ce type-là, parce qu'en effet, ce soir, on a un certain nombre de diplômés qu'on n'avait pas l'habitude de voir à d'autres rencontres, et donc on a eu presque une cinquantaine d'inscriptions sur ce thème, donc preuve de l'intérêt, et je pense qu'il y aura peut-être des choses à poursuivre ensuite. Et merci encore. Merci à Alors, toutes et à tous d'avoir été avec nous. Attends. Patrick, preneur d'une conférence sur l'alternative à la croissance. Très bien. Un grand merci à toutes et tous. Et puis, Alexandre, merci beaucoup. Merci de rester à la disposition des diplômés de l'association. Et puis, l'association, Michel et moi-même, on reste également à votre disposition. Un grand merci, bonne soirée à tous, bonne journée pour Jean-Yves qui est aux États-Unis et à très bientôt.